Oui, c'est très bien, Pierre. Merci beaucoup. Alors, d'abord, merci pour tout. On va retrouver certaines cartes de la présentation de Pierre, donc je ne détaillerai pas beaucoup. Tout d'abord, je vais juste expliquer un petit peu la genèse du projet. En 2018, l'idée de faire une exposition On a un pour petit montrer problème, les richesses de la SGF. On s'est vraiment on a dit un petit problème les d'image. cartes géologiques. Oui, Pierre? Bon, bah alors non. On s'est vraiment dit que les cartes c'était quelque chose d'assez frappant. On avait un fond assez ancien, on avait des petites pépites. Donc, courant 2019, on s'est mis à rechercher ce qu'on pourrait exposer. Donc, ça pouvait être des choses très rares, ça pouvait être des choses très belles, ça pouvait être des choses très insolites dont on n'était pas sûr de l'origine ou de la valeur scientifique. Et en fait, début 2020, la situation sanitaire a fait que on s'est concentré sur les cartes géologiques françaises, parce que certaines étaient numérisées, pour pouvoir travailler tranquillement sans avoir forcément les cartes sous les yeux. On avait un fond qu'on pouvait étudier, qu'on pouvait choisir, qu'on pouvait présenter en réunion. On avait des photographies parce qu'un inventaire avait été fait. Et en plus, on avait un conservateur qui était spécialiste des cartes géologiques départementales. Donc, ce choix s'est porté sur ces cartes. Après, on a eu plusieurs problématiques qui ont été qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on privilégie les grands classiques? Est-ce qu'on privilégie les petites merveilles, les documents de travail, les minutes? Est-ce qu'on privilégie l'esthétique? Est-ce qu'on privilégie l'importance au niveau de l'apport scientifique dans l'histoire de la géologie? Donc, on a essayé de faire un petit mix de tout. Certaines petites choses qui sont probablement inédites, certaines cartes qui sont incontournables, quelques petites cartes un peu plus mystérieuses, toujours en essayant aussi de savoir comment la SGF avait pu obtenir ces cartes dans son fond. On a la chance d'avoir un bulletin qui a régulièrement mentionné qui avait donné ces cartes à la Société géologique, s'il y avait eu une présentation, si ça avait été accompagné d'une publication ou d'une notice. Justement, c'est une source, ce bulletin, parce que une des autres problématiques pour un inventaire des cartes départementales, c'est que ça n'est pas sur un support uniquement de cartes. Si c'était uniquement une feuille pliée dans une boîte ou si c'était une feuille à plat, on trouverait ça dans notre cartothèque à l'endroit où on range nos cartes. Le charme de ces cartes-là, c'est qu'elles sont publiées beaucoup à l'époque dans leur notice géologique, qui peut s'appeler statistique minéralogique, qui peut s'appeler description géologique ou minéralogique. Donc, ce sont des cartes dans des ouvrages qui sont en général pliés à la fin avec des planches. Et pour les référencer, on n'en connaît pas l'existence jusqu'à ce qu'on ait l'ouvrage dans les mains ou jusqu'à ce qu'il soit cité par quelqu'un. Après, on a aussi des cartes qui sont dans des périodiques, en particulier les Annales des mines ou les mémoires de la Société géologique de France. Il y a des mémoires qui sont publiées au XIXe siècle sur certaines régions, comme la Touraine, accompagnées de cartes géologiques. Donc, encore une fois, pour les référencer, il faut vraiment avoir l'ouvrage dans les mains, savoir que le mémoire a été publié avec une carte, avec des planches, avec des coupes. Les éditions peuvent varier. Il peut y avoir une feuille qui a été publiée à part, on va dire, et qui après a été reprise dans un périodique ou qui a été rééditée aux frais de l'auteur ou aux frais d'une institution. Donc c'est vraiment un fond très intéressant, très surprenant. On n'a pas encore une idée de toutes les cartes qui existent. Qu'est-ce qu'on appelle une carte géologique exactement? Si elle est plutôt géognostique, si elle est plutôt minéralogique, si elle contient de l'agronomie. Qu'est-ce qu'on appelle le département exactement? Il y a certaines cartes qui sont plutôt sur des massifs, sur des bassins. Donc, on a essayé de proposer des choses diverses, vraiment très, très diverses, avec le dernier grand contraste, on va dire,
le dernier manichéisme qui est soit des érudits locaux, soit des ingénieurs des mines. Pierre a parlé tout à l'heure du grand projet par Legrand d'avoir dans chaque département un ingénieur des mines qui puisse faire des levées géologiques et que la publication soit prise en charge par des conseils généraux du département. Ça ne va pas se produire de manière naturelle. De temps en temps, ce seront des savants locaux, ce seront des professeurs d'université, ce seront des passionnés de leur région et d'excursions botaniques, géologiques. Et de temps en temps, ce seront des ingénieurs dont la carrière ne sera pas forcément que la carrière d'ingénieur. Donc là, on va commencer par la première carte. On a essayé de faire un petit tour de France. On n'a pas pu prendre les Pyrénées parce que les plus anciennes cartes des Pyrénées ne font malheureusement pas partie du fonds de la SGF. Mais on est parti du Lot-et-Garonne. Donc ici, on a un document de travail qui est inédit, qui a été dessiné par Victor Rollin. Je reviendrai sur lui un petit peu plus tard. C'est vraiment des essais approximatifs et préparatoires. Il y a une toute petite carte et après, il y a 2 ensembles de coupes. Et cette carte a été, qui donc est un manuscrit, a été présentée à l'Académie des sciences par Victor Rollin en 1848, pendant qu'il était en train de travailler sur les terrains tertiaires de l'Aquitaine. Et il y a eu une conversation, il y a eu un rapport très favorable sur ce mémoire présenté avec cette carte, mais il y a eu quelques demandes de modification qui ont été faites, en particulier sur les terrains lacustres. Victor Rollin, qu'on va retrouver ici, avec la carte géologique de la Gironde par Victor Rollin, et ici la carte géologique de la Gironde par Gabriel Pigeon. Alors, je vais détailler un petit peu. On a choisi de montrer ces 2 cartes. Qui est Victor Rollin? Parce que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup en parler sur la première carte. Victor Rollin est un professeur à la faculté des sciences de Bordeaux. Il a commencé sa carrière comme étant préparateur au muséum sous la direction de Louis Cordier. Et puis, il va être un membre actif de la Société géologique de France. Il va d'ailleurs être le membre qui va être le plus longtemps à la Société. Il va être membre 68 ans, jusqu'en 1905. Et il va être secrétaire, vice-secrétaire, avant de devenir professeur à Bordeaux et d'être impliqué au niveau de la vie locale, par exemple à la Société linéenne de Bordeaux. Il commence sa carrière en s'intéressant aux terrains tertiaires du bassin parisien. Il va ensuite s'intéresser à la Crète et il va passer toute la fin de sa carrière, une fois qu'il est professeur à Bordeaux, à s'intéresser à l'Aquitaine, en particulier les terrains tertiaires. Cette carte, tout en haut, on peut voir une dédicace. La dédicace est à la Société géologique de France. On a la mention du don de cette carte, qui est assez connue. Ce qui est plus intéressant, c'est de la comparer avec la carte d'en dessous, qui est de 1860, qui est de Gabriel Pigeon, parce que Victor Rollin va la citer comme étant une de ses influences. Elle est de 1860, celle de Rollin est de 1876. Elles sont bien sûr à des échelles différentes, ça se voit. On sait assez peu de choses sur Gabriel Pigeon. On sait que c'est un ingénieur des mines et qu'il a été officiellement chargé dans le plan justement national lancé par Legrand. Il a été chargé par le conseil général de la Gironde de lever cette carte géologique. On n'a aucune mention de lui biographique pour en savoir plus. On sait juste que, comme Victor Rollin et comme Oscar Linder, il est membre de la Société linéenne de Bordeaux et on lui attribue la découverte en 1840 du Crétacé supérieur de Villagrain. Il est cité comme ayant découvert pour la première fois l'existence de ce banc de craie dans les Landes et d'en avoir recueilli des échantillons qu'il a ensuite offerts au Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux. La chose intéressante, c'est que la première carte
a été donné par Rollin à Linder et que Linder, des années plus tard, va réaliser les cartes au 80 millième sur la région Aquitaine, en particulier la région de la Gironde, et que la carte justement de Pigeon va tomber dans l'oubli, elle va être très peu connue jusqu'à ce que ça soit Oscar Linder qui la présente à la Société linéenne de Bordeaux en 1872, en disant qu'il y a eu des problèmes de diffusion de cette carte, qu'elle est référencée, mais qu'elle n'a pas pu avoir la postérité qu'elle méritait. Et Victor Rollin va travailler avec cette carte et sur ses propres relevés de terrain de 1848 pour réaliser sa carte de 1876. OK. Alors, non, d'abord, je voulais dire quelque chose sur Henri Coquan, parce que ça vaut quand même le coup. Henri Coquan, il est choisi lui aussi par le Conseil général. Donc, c'est vraiment dans le cadre du plan national de cartographie en 1848 pour réaliser ce travail. Et à cette époque-là, il est professeur à l'université de Besançon. Donc, c'est un académique. Ça n'est pas un ingénieur des mines, mais ça n'est pas non plus un érudit local. Et c'est quand même quelqu'un qui va participer à l'histoire de la géologie parce que en faisant ce travail géologique sur la Charente, il va déterminer des étages stratigraphiques. Alors, je vais regarder la suivante. Pendant son étude, il va déterminer le Cognacien, en référence à Cognac. Il va déterminer le Santonien, pour la région de Saintes. Il va déterminer le Campanien, qui correspond au pays de Champagne. Et il va déterminer le Dordognien, qui correspond à la Dordogne. Et parmi en fait, ces 4 nouvelles dénominations, il y en a 3 qui, à l'heure actuelle, sont toujours dans les conventions internationales en stratigraphie. Le Dordognien a été remplacé par le Maastrichtien, mais le Cognacien, le Santonien et le Campanien existent toujours dans des sous-étages du Crétacé. Une dernière petite chose, il a publié avec cette carte une description physique, géologique, paléontologique et minéralogique de la Charente, qui fait plus de 900 pages. Et à l'époque, il n'est plus professeur à Besançon, il est professeur à la Faculté des sciences de Marseille. Et il offre cette carte à la Société géologique de France, on le voit avec sa signature. La carte suivante est faite, elle, par un ingénieur des mines. C'est la carte géologique du département de la Charente inférieure, dressée par William Manès en 1852. Alors, William Manès, il rejoint la SGF en 1833. Il va faire don de cette carte. On a la référence qui mentionne le don de la carte. Il est noté comme étant un ingénieur des mines, d'abord à Limoges, ensuite à Villefranche, ensuite à Chalon-sur-Saône. Il est aussi impliqué dans énormément de sociétés savantes régionales, par exemple à La Rochelle, la Société géologique de France. Il va aussi travailler dans l'industrie parce qu'il va être directeur des usines de Cazeville. Et il va finir sa carrière comme ingénieur en chef des mines à Bordeaux. On lui doit cette très belle carte de la Charente inférieure, mais on lui doit aussi des cartes géologiques de la Haute-Vienne, de la Saône-et-Loire et du Morvan. Mais cette carte était vraiment magnifique et on avait très envie de l'exposer, non seulement parce qu'elle est belle, mais aussi parce que quand, dans l'introduction, je mentionnais qu'il y avait parfois des cartes qui étaient sur des feuilles à plat, qui étaient parfois pliées en toilette dans nos collections. La carte géologique du département de la Charente est un exemple. On a une carte qui est à plat sur une feuille dans notre cartothèque, dans un meuble correctement identifié. Et on a aussi la notice, la description géologique de la Charente inférieure, un ouvrage qui est relié. En plus, c'est un recueil où il y a plusieurs ouvrages et plusieurs cartes. Et à l'intérieur, on trouve pliée la carte géologique. Donc, elle est ici. Donc, on voit que pour retrouver des cartes comme ça dans des ouvrages, il faut effectivement
parcourir pratiquement page par page les études géologiques départementales ou régionales pour trouver ces petites pépites. Elles ne sont pas forcément toutes référencées. On va passer ensuite à la carte de la Touraine, dont Pierre a dit quelques mots. Donc cette carte-là, c'est un exemple qui est encore différent. C'est une carte qui a été publiée dans un périodique. En l'occurrence, les Mémoires de la Société géologique de France, un des premiers numéros. Je peux vous montrer d'ailleurs le mémoire lui-même avec la carte à l'intérieur. Donc ça, c'est l'original. Et effectivement, il faut savoir que dans un ouvrage, dans un périodique, on peut trouver un mémoire sur les Faluns ou la craie des Faluns de la Touraine. En l'occurrence, c'est ce qu'a écrit Félix Dujardin, l'auteur de la carte géologique, et qu'en planche hors texte, il y a une carte géologique. Donc, ce n'est pas exactement une carte départementale, mais en tout cas, c'est dans la tradition de justement ces publications qui existent dans toutes sortes d'ouvrages et qui représentent, si ce n'est un département, en tout cas une région historique. Alors en dessous, nous avons la carte géologique de la Mayenne. Elle est faite par Édouard Blavier. Elle a été publiée en 1837. Et Édouard Blavier, lui, c'est un ingénieur des mines qui vient d'une famille d'ingénieurs. Son père a été comme lui, ingénieur des mines polytechnicien, et a énormément publié sur les lois minières, la juridiction minière. Son propre fils, à Édouard Blavier, sera aussi ingénieur. Il sera entre autres directeur des ardoisières d'Angers. Donc là, on est vraiment dans un cas presque d'une dynastie d'ingénieurs. Le cas de Blavier, il voyagera partout en France où le mènent ses missions. Il va aller travailler en Maine-et-Loire, donc en Mayenne pour réaliser cette carte, en Haute-Garonne, dans le Nord, et il va finir sa carrière comme inspecteur des mines. La chose qui est intéressante, ça, c'est une carte qui est dans un ouvrage, pareil. Donc, il faut, encore une fois, regarder, connaître les publications, voir ce qui a été cité comme source dans certaines cartes pour pouvoir les retrouver. Alors, les deux cartes suivantes représentent toutes les deux le Finistère à des échelles très différentes. On voulait montrer justement la différence de format qu'il pouvait y avoir entre les différentes cartes. Nous avons ici une petite carte du Finistère réalisée en 1834 par un dénommé Bourassin, qui est pharmacien à Quimper, c'est noté sur la carte. Et au-dessus, nous avons le travail d'un ingénieur des mines, Eugène Lefebvre de Fourcy, qui a quand même une ampleur un petit peu différente. Et il faut savoir que la feuille, il s'agit ici de la feuille nord. La feuille nord va jusqu'ici. Et on a mis un tout petit peu de la feuille sud. Donc, il y a une deuxième feuille qui est aussi grande. La taille de cette carte est très, très impressionnante. Ça s'explique parce que Eugène de Fourcy choisit comme fond topographique le fond Cassini, dont Pierre avait déjà parlé. Le fond Cassini, c'est un fond topographique qui a été réalisé sur plus de 60 ans par plusieurs Cassini. Il y a au moins 4 générations de Cassini qui ont travaillé dessus. Et en fait, c'est le premier projet de cartographie à l'échelle nationale avec une triangulation géodésique. C'est la première fois qu'il y a des relevés qui sont faits pour justement avoir une unité dans la carte. Et c'est à l'époque de Louis XV. Et ça va quand même servir, c'est pas forcément le meilleur système pour une carte, parce qu'on le voit ici avec la Bretagne, avec tous les lieux-dits, les hameaux et les villages. La carte prend une autre apparence avec tous les détails qu'il y a inscrits dessus. C'est vraiment une carte qui est très, très riche. On voit presque pas les couleurs
à part le brun qui représente le houiller ou le bleu qui représente le Carsanton. Par rapport, effectivement, on ne peut pas avoir d'exemple plus opposé que la petite carte avec les repères topographiques à la main, dessinés tout à la main, tous les noms de villes à la main par le pharmacien Bourassin par rapport à l'ingénieur des mines qui a pris le fond qui paraît le plus riche, le plus complet. Alors, quelques mots sur cette carte-là qui est assez savoureuse. Elle a été publiée en 1834. On sait très peu de choses sur son auteur. On sait, comme il le note lui-même sur sa carte, qu'il est pharmacien à Quimper. Et en faisant quelques recherches, on sait qu'il a rejoint la Société géologique, qu'il a offert cette carte dans les années 1835-1836 et que une de ses envies, une de ses marottes, c'était de convaincre ses compatriotes du Finistère d'exploiter les ressources minières et minérales du département. Donc, sur sa carte, il y a effectivement les usines qui sont notées, les travaux sur la houille, ce qui est abandonné, ce qui est toujours en activité. Et à la fin, il précise qu'il n'a pas pu noter toutes les usines. Il essaye vraiment, dans le cadre de ces excursions géologiques, de trouver des gisements de houille. Et dans les quelques notes biographiques qu'on trouve sur Bourassin, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement, l'idée qu'il avait envie de développer l'industrie minérale du Finistère. Je vais maintenant passer à quelque chose de tout à fait différent. Donc, on a eu un pharmacien qui fait une toute petite carte, un ingénieur des mines qui fait une carte presque 2 fois plus grande que celle-là, avec un fond topographique très riche, avec quand même énormément de rigueur dans les couleurs, dans les roches. Alors, la légende est sur la feuille sud, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement en ligne. C'est un très, très beau travail. Ça date de 1844. On revient 20 ans en arrière et on tombe de nouveau. Alors là, ce sont deux cartes ici qui nous paraissaient indispensables de montrer, déjà par leur beauté, parce que ce sont des aquarelles dont les couleurs sont très très bien conservées, mais aussi pour leur hauteur. C'est le Calvados et la feuille nord de la Manche par Arcis de Caumont, qui est vraiment un personnage assez passionnant, très précurseur. On peut dire que c'est lui qui est presque à l'origine, ou qui est presque le premier, qui est un pionnier de la cartographie géologique départementale, parce que sa carte du Calvados date de 1825 et sa carte du département de la Manche date de 1828 parce qu'elle va être publiée dans les mémoires de la Société linéenne et elle va être publiée ensuite à ses frais en 1830. Arcis de Caumont n'est pas géologue, il n'est pas professeur, il est avocat à la Cour royale de Caen. Il est passionné par sa région, passionné à l'idée de mettre en valeur le patrimoine, que ça soit les monuments, que ça soit la faune, la flore, les ressources naturelles. Il y a vraiment une envie aussi de se détacher de la région parisienne et d'avoir ce qui va parcourir tout le 19e siècle, la philosophie des sociétés savantes qui est de se réunir, qui est d'être des naturalistes, curieux de tout. Il va vraiment représenter ça, il va essayer de développer ça, il va être à l'origine de la Société linéenne de Normandie, qui va prendre beaucoup d'importance, cette société, qui va publier pas uniquement des choses de Normandie. Arcis de Caumont va être impliqué dans la Société d'archéologie, il va être impliqué dans la Société des antiquaires, il va essayer de créer des congrès pour que différentes sociétés françaises et régionales puissent se réunir. Ça va vraiment être quelqu'un qui n'a aucun parcours géologique, qui va lire,
et qui va produire ces 2 cartes qui sont absolument magnifiques, qui n'ont rien perdu de leur charme en plus, dessinées avec un fond et mis en aquarelle juste après. Donc ça fait partie de nos petites merveilles dans notre fond cartographique, en sachant que oui, les connaissances d'Arcis de Beaumont, c'est de lire. C'est de lire du Henri de la Bèche, un anglais, c'est de lire du Hemingway, c'est effectivement de s'intéresser à sa région. Et c'est vraiment, on a un autre exemple un petit peu antérieur qui n'est pas exactement une carte géologique, mais là on est sûr que c'est une carte géologique départementale. Les terrains qui sont évoqués, on est encore sur de la lithologie, on n'est pas justement d'avoir des terrains unifiés. La carte qui est un petit peu antérieure plus tard sera de 1824, enfin publiée en 1824, ça sera une carte de Corse qui ne sera pas totalement, elle, géologique. Ça, c'est vraiment une carte géologique départementale et une des premières. Et ça fait partie des cartes aussi qui vieillissent très bien et qui sont absolument magnifiques. On va passer assez rapidement sur la carte géologique du bassin de Paris et la coupe qui l'accompagnait. Pierre a déjà fait un petit exposé là-dessus pour montrer l'importance que ça a eu dans la géologie, dans l'histoire du développement de cette science, où justement la cartographie n'est plus basée sur de la lithologie, c'est-à-dire des roches, mais elle est basée sur une chronologie historique avec la biostratigraphie, c'est-à-dire avec les couches de fossiles qui déterminent justement une histoire, qui déterminent une chronologie. Alors, je peux juste dire que sur ces exemplaires-là que nous avons dans nos collections, on n'a pas pris la première édition, qui est la plus connue, on a pris la 3e édition qui est un petit peu plus tardive, qui est de 1835. La coupe, elle, est toujours la même, elle a été publiée en 1832. On se sert à la Société géologique de cette coupe depuis longtemps. On l'a en décoration régulièrement dans nos bureaux. Ce qui est intéressant dans cette coupe, c'est de voir justement les successions de faune, donc que ce soit lacustre ou marine, ces successions-là. La coupe existe dans un ouvrage avec la carte, et on a aussi un exemplaire dans notre cartothèque à plat qui est absolument magnifique. Ensuite, on peut passer à la carte suivante, qui est une carte géologique du département de l'Aisne, qui est un petit coup de cœur personnel. Alors, elle a été exécutée et publiée sous les auspices de Monsieur Legrand, sous-secrétaire d'État aux Travaux publics, par le vicomte d'Archiac, et éditée par la Société géologique de France en 1842. Alors, le vicomte d'Archiac, qui s'appelle Adolphe, Étienne Jules Adolphe d'Archiac. C'est un personnage qui est très intéressant et qui mérite justement qu'on développe un petit peu. Il commence sa carrière, il fait ses études à Saint-Cyr et il commence sa carrière comme officier de cavalerie. Et il fait ça une bonne dizaine d'années, presque une dizaine d'années. Et quand finalement il quitte l'armée, il rejoint presque au moment de sa création en 1832 la Société géologique de France, et il s'implique, passionné de géologie, il s'implique très vite dans la vie de la société, et tout au long justement de son existence, il va avoir tout un tas de postes à la Société géologique. Il va être secrétaire, il va être sous-secrétaire, il va être affecté à diverses commissions, il va être président à 3 reprises de la Société géologique de France. Il va s'intéresser énormément de choses, il est extrêmement cité, il va finir professeur de paléontologie au Muséum. La chose qui est intéressante, il va finir à l'Académie des sciences aussi. La chose qui est intéressante avec cette carte, c'est que d'Archiac, au départ, veut travailler sur ce projet national dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que la carte soit financée par le Conseil général de l'Aisne pour faire partie justement de ce projet de cartographie au niveau départemental. Le Conseil général de l'Aisne va refuser et il va être obligé de se tourner vers
le sous-secrétaire d'État des Travaux publics qui est mentionné sur la carte, qui s'appelle Alexis Legrand, qui a lancé le projet, qui va accepter de donner une allocation spéciale pour que le vicomte d'Archiac puisse publier sa carte. Et cette carte va être éditée par la Société géologique dont il est membre. Elle va être éditée sur une feuille en tant que telle, comme ça, qu'on a, nous, dans notre fond en version pliée en toilette. Et c'est cet exemplaire-là. Et la Société géologique de France va aussi publier un mémoire du vicomte d'Archiac sur le département de l'Aisne avec des coupes géologiques qui sont d'ailleurs assez jolies. Donc, c'est une carte qui évoque beaucoup de choses. Déjà, un ancien officier qui finit professeur de paléontologie au Muséum d'histoire naturelle. Ensuite, effectivement, quelqu'un qui n'est pas un ingénieur des mines, qui va vouloir réaliser une carte et qui a quand même, à l'époque, commencé sa carrière et publié déjà des notes, par exemple, dans le bulletin. Donc, il commence à être reconnu dans le milieu de la géologie et où le Conseil général va préférer refuser, peut-être en attendant qu'un ingénieur des mines s'occupe du département de l'Aisne. Il y aura d'autres départements où ça se produira, où il y aura des rivalités, où un ingénieur des mines sera dépêché pour réaliser une carte, alors que un érudit local ou un professeur local sera déjà en train de travailler dessus. Ça va se produire dans le cas, je crois que c'est des Vosges. Mais en tout cas, cette carte-là, effectivement, est assez représentative. Elle va être un petit peu sauvée par un homme et puis un petit peu aussi par la SGF. Elle va être financée et éditée à leurs frais. Donc, c'est vrai que c'est une très, très jolie carte avec une jolie histoire. Alors ensuite, on peut peut-être passer à la carte suivante, qui est aussi un coup de cœur. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les cartes. Il y en a certaines que je vais passer assez vite, mais la carte de la Meurthe, qui est ici. Alors, je vais essayer de ne pas faire d'ombre. Donc, nous avons ici la carte géologique de la Meurthe. Et il y a noté comme titre « Département de la Meurthe », dressé par M. Guibal pour la statistique du département par Henri Lepage. C'est imprimé à Nancy en 1844. Et en fait, la chose qui est intéressante ici, c'est que on s'est posé quelques questions sur cette carte-là, qui était son auteur. On a une dédicace en haut à droite à la Société géologique de France, hommage de l'auteur Guibal. Mais Guibal n'est pas un nom qui nous a évoqué tout de suite quelque chose. Si on tape Guibal géologie vaguement sur Google, on tombe sur un Théophile Guibal qui a été l'inventeur, qui est un ingénieur, qui a été inventeur d'un ventilateur dans les mines. Donc, on a un petit peu été induit en erreur. En général, dans ces cas-là, on se réfugie sur les listes de membres de la SGF. On a tout un tas de listes année par année des membres. Et l'intérêt, c'est que, en général, il y avait un lieu où ces personnes-là vivaient et il y avait de temps en temps des renseignements sur leur métier, sur ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Sur Guibal, on n'a pas de prénom, donc on est resté un petit moment avec un mystère. Par contre, on sait qu'il est juge de paix à Nancy et qui rejoint la Société géologique de France à la fin des années 1830 et qui fait donc cette carte en 1844. Alors, en essayant de chercher Guibal et le département de la Meurthe, on se rend compte finalement qu'il s'agit de quelqu'un qui a eu quand même une influence et une renommée. Il s'appelle Charles-François Guibal. Il est le petit-fils du sculpteur Barthélemy Guibal, qui va réaliser les sculptures d'Amphitrite et de Neptune sur la place Stanislas à Nancy. Et on apprend pas mal de choses sur lui dans les mémoires de l'Académie Stanislas, dont une petite anecdote qui est intéressante, qui est qu'il herborisait, donc c'était un juge de paix, il a été avoué,
il est précisé professeur de dessin dans une école militaire, il a été propriétaire, mais il adorait apprendre, il était très curieux de tout, il adorait la géologie, il adorait la géométrie, et il adorait la botanique, et il aimait emmener avec lui son petit-fils et le meilleur ami de son petit-fils pour trouver des plantes à herboriser. Et le nom de son petit-fils, c'est René Zeiler, qui va être quand même un nom très très connu, qui va être président de la Société géologique de France, je crois, dans les années 1890, qui va énormément travailler sur la flore houillère, en particulier dans le nord de la France. Et le meilleur ami de ce petit-fils que ce Guibal emmenait faire des excursions, il se trouve que c'est Émile Gallet. Ça va être le maître verrier, l'ébéniste, qui va aussi être botaniste et qui va lui aussi avoir une carrière assez illustre. Donc, en partant d'une carte comme ça, en se demandant, en fait, au départ, en se disant juste qu'elle était assez mignonne parce qu'elle était avec des petits pois sur une partie de sa légende stratigraphique, on s'est aperçu effectivement que le personnage était passionnant et que c'était plein de... On apprenait plein de choses. Moi, je ne connaissais pas Émile Gallet. Ça m'a permis de voir que Émile Gallet avait aussi fait de la botanique. Donc, cet exemplaire était presque indispensable à exposer. À noter qu'il existe un exemplaire qui ressemble beaucoup à celui-là, à l'École des Mines, qui est placé dans les archives Élie de Beaumont, donc qui est attribué à Élie de Beaumont. La légende est un tout petit peu différente, mais si on retrouve l'écriture de Guibal, parce qu'on finit par la retrouver, on se rend compte que c'était peut-être l'exemplaire de Guibal qui est à l'École des Mines. L'écriture est la même. Donc on peut attribuer, je pense, cette carte-là signée de Guibal, on peut la lui attribuer. En tout cas, les exemplaires sont différents. Donc ça reste intéressant de savoir pourquoi c'était dans les archives d'Élie de Beaumont et pourquoi les exemplaires diffèrent. Donc en tout cas, c'est un des coups de cœur de cette exposition. Je vais passer beaucoup plus vite sur la carte suivante, qui est une carte géologique des Vosges, géognostique, pardon, des Vosges, qui a été réalisée par Henri Hogarth. Henri Hogarth a dressé plusieurs cartes des Vosges. Il s'est intéressé au terrain superficiel, il a fait une carte géologique des Vosges. Cette carte-là, on a voulu l'exposer parce que normalement, elle est intégrée à un ouvrage, et il se trouve que nous, on avait la version à plat de cette carte qui normalement était une planche hors texte qui était dans un mémoire géognostique sur les Vosges qui date de 1837. Donc, les autres cartes sont un petit peu postérieures. Là, c'est vraiment une carte géognostique et non pas géologique. Et on voulait justement représenter plus le côté un petit peu insolite de montrer cette carte-là plutôt que les cartes bien plus connues de Hogarth. Hogarth a eu une vie assez intéressante. Son père était arpenteur géomètre et lui, il va devenir agent voyer. Donc, en fait, il va s'occuper ça va être un agent de l'administration publique qui va s'occuper de la construction et puis surtout de l'entretien des voies de communication, des routes. Et je dis ça parce qu'on va en retrouver un peu plus tard un autre qui va avoir ce métier-là. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude de beaucoup marcher et qui donc ont le temps de faire des levées géologiques, de faire des excursions, de faire des courses et de partir vraiment à la découverte de leur département. Henri Hogarth va être une grande figure, surtout en ce qui concerne la géomorphologie. Il va être très, très important parce qu'il va s'intéresser aux glaciers, aux blocs erratiques. Il va avoir pas mal de théories sur justement la glaciologie, la géologie, la géomorphologie dynamique et climatique. Il va aussi être un ami qui va faire pas mal de courses avec Louis Agassiz, le grand savant suisse. Donc on voulait quand même présenter les Vosges, on n'avait pas pu présenter les Pyrénées avec une carte qui est mignonne comme tout et qui est colorée.
on va passer sur des couleurs qui sont très, très différentes, avec une carte ici géologique du département du Rhône, et c'est le canton de Tarare, et ça a été dressé par un monsieur Hébret, Théophile de son prénom. Ouais, je peux passer de l'autre côté. Et donc c'est esthétiquement une carte qui est très différente de la délicatesse qu'on a vue par exemple avec les Vosges. C'est une carte dont on sait assez peu de choses, qui est assez peu référencée, qui contient énormément d'informations. Donc il y a son titre en haut, carte géologique du département du Rhône, publié sous les auspices de la Société de la carte géologique de France. On a à l'intérieur de la carte le titre du fond topographique, donc carte topographique du canton de Tarare, arrondissement de Villefranche, département du Rhône, dressé et publié sous l'administration de Monsieur Darcy, et ça continue et ça continue. Et en bas, on a même la mention canton de Tarare par Théophile Hébret, président du conseil d'administration de la carte géologique de France. Donc c'est vraiment, ça change énormément au niveau de la présentation. L'auteur a même tenu à garder en haut la statistique qui existait probablement sur le fond topographique. Et c'est une carte qui est intéressante. Théophile Hébret l'auteur, a vraiment voulu, lui, faire une collection de cartes géologiques du Rhône à l'échelle des cartes cantonales, c'est-à-dire au 40 millième. Donc il avait quand même prévu plusieurs feuilles. Il a proposé à Albert Falsan, qui était un autre géologue de la région, de travailler avec lui. Ils se sont répartis les feuilles. Malheureusement, Falsan, lui, a été très occupé par sa monographie des Monts d'Or. Et donc, c'est Hébret qui a réalisé quelques feuilles. Je crois qu'il en a réalisé 3 ou 4, dont Tarare. Et donc, c'est une collection qui reste inachevée. Une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a ici la légende sur le côté gauche avec les étages, qui est assez classique, mais il l'a fait correspondre à l'autre bout de la carte avec les matériaux utiles qui correspondent à ces étages. Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. C'est vraiment une carte qui est très, très originale. Quand on la voit pour la première fois, en général, on ne l'oublie plus, et c'est une carte qui a fait partie de notre plan d'exposition vraiment depuis le début, avec ce rose, avec tout ce brun foncé, avec ici le porphyre quartifère qui continue même en dehors du canton. Il a voulu montrer qu'il y avait une continuité, donc il a continué en dehors de son canton. On a voulu la mettre à un moment dans la deuxième partie de notre exposition qui était prévue pour la RST, qui était plus sur le houiller, parce que là, du carbonifère, on en a. Donc on voulait montrer sur cette région-là qu'il y avait aussi ce type de ressources. Et quand on a dû limiter le nombre de cartes, on a dit qu'il fallait de toute façon présenter cette carte-là, parce que je ne l'ai pas trouvée souvent en faisant mes recherches, et elle est quand même assez frappante. La carte suivante, je vais passer très 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 vite dessus. C'était un petit clin d'œil pour la RST. Ça n'est même pas une carte départementale, c'est une carte géognostique de la masse de montagne qui sépare la Loire du Rhône et de la Saône. C'est vraiment un petit clin d'œil. C'était une image qu'on avait pensé utiliser pour la RST et qu'on pourra sans doute toujours utiliser en 2021. Elle est réalisée par Claude-Antoine Roset, qui est un ingénieur géographe et qui est un militaire, et qui va être une figure aussi tout au long de la vie de la Société géologique de France. Je crois qu'il va être membre à partir de 1830. Il va être assez investi pendant plusieurs années dans la vie de la société en tant que secrétaire ou sous-secrétaire. Je crois même qu'il va être vice-président 1 ou 2 fois. On voulait faire justement une carte assez mignonne qui est publiée dans les mémoires de la Société géologique, qui est de 1840 et qui accompagne un mémoire qui va avec. Et ici en bas, on avait Lyon. Donc c'était quelque chose c'était un format sur lequel on avait travaillé pour voir comment on pouvait s'en servir. On s'est dit qu'à côté de la carte de Tarare, qui est sur une
une région pas très lointaine. C'était assez intéressant de montrer, il y a du rose partout, mais sinon, c'est la différence qu'il y a dans les cartes. La carte suivante, c'est une carte géologique de la Savoie, du Piémont et de la Ligurie, mais version italienne. C'est le petit twist qu'on voulait, nous, dans cette exposition. Le 19e siècle, c'est quand même encore une période où les frontières changent. Donc, c'était quelque chose qu'on avait voulu montrer au départ. On avait une très belle carte d'Alsace-Lorraine, version allemande, Elsass-Lothringen, qui était très très belle, mais qui était beaucoup trop tardive. Elle était plutôt des années 1890. Donc, on s'est dit, on va quand même faire un petit clin d'œil sur les changements de frontières et sur d'autres services géologiques comme le service, comme l'Italie, un Italien qui fait une région qui est devenue française parce que ça tombait très très bien. Donc l'auteur, c'est Angelo Sismonda, qui est professeur de minéralogie à l'université de Turin, qui va être un membre de la Société géologique probablement pendant plus de 40 ans, si ce n'est pas 50, tout au long de sa vie. Qui va suivre les cours à l'école des mines de Brochamp-de-Villiers, d'Élie de Beaumont, et avec qui il va rester en contact toute sa vie. Et il se trouve qu'il commence à travailler sur une carte géologique. Il est pris par d'autres tâches tout au long de ces années parce qu'il est aussi consultant. Il travaille aussi sur le percement du canal de Fréjus, par exemple, et qu'au moment où il a envie de continuer à travailler sur cette carte, il se trouve que la Savoie est annexée lors du traité de Turin en 1860, mais il ne se décourage pas. Il la publie en 1862 avec les deux autres régions qui sont toujours italiennes. On voulait montrer cette carte-là aussi parce qu'elle est très très belle, c'est un beau travail. Et puis, ça dépend aussi un peu de l'école de pensée française, parce qu'il a, tout au long de sa carrière, été en contact, influencé et ami avec les noms dont on n'arrête pas de parler depuis le début de l'exposition, comme Élie de Beaumont, par exemple. Les deux cartes suivantes, alors, elles représentent la Corse. Elles sont toutes les deux très anciennes. Elles ont toutes les deux été publiées dans des périodiques. On voit que quand même, pour toutes les deux, elles sont quand même encore assez épurées. On pourrait penser que celle-là est plus ancienne parce qu'elle est encore plus épurée, mais la première, c'est celle-ci. C'est la carte géologique de la Corse par Émile Guémard, qui est un ingénieur des mines qu'on charge d'aller étudier les ressources minérales en Corse et qui va faire ce voyage-là en 1820. Et cette carte-là, normalement, est de 1820 et elle va être publiée avec une petite note sur la géologie et la minéralogie de l'île de Corse en 1824. Il distingue 4 terrains à l'époque. Ça n'est pas vrai. Donc, comme elle est de 1824, on peut dire que c'est la carte la plus ancienne qu'on ait, puisque la carte du Calvados est de 1825. Mais ça n'est pas vraiment une carte géologique encore à cette époque-là. Il distingue uniquement 4 terrains, les terrains primordiaux granitoïdes, les terrains primordiaux ophiolitiques, les terrains de sédiments inférieurs et les terrains de sédiments supérieurs ou tertiaires. Donc, on n'est encore pas dans une étude approfondie du sous-sol. C'est quand même une ébauche de quelque chose. C'est quand même à une échelle particulière. Il y a quand même un travail sur la géologie générale, on va dire, de cette région. Mais on peut pas, on voit la différence avec la carte d'Arcis de Caumont qui a vraiment cherché quand même à faire des distinctions. Là, on voit que c'est coupé d'une certaine manière. Mais ironiquement, la carte suivante, qui est encore plus épurée, elle a été publiée 9 ans plus tard. Elle est publiée dans les mémoires de la Société géologique de France et elle ne distingue plus que 3 terrains, les terrains granitiques, les terrains stratifiés et les dépôts tertiaires. Elle est toute en délicatesse, toute en aquarelle. Elle a été réalisée en 1833, publiée dans les mémoires avec une note aussi sur la géologie de la Corse par un dénommé Jean Reynaud.
qui a au départ une carrière d'ingénieur des mines et qui va en fait ne pas poursuivre sa carrière en géologie. Il va devenir philosophe, politicien, il va devenir homme politique, d'abord député, il va devenir conseiller d'État, il va devenir sous-secrétaire d'État. Donc, c'est le cas de quelqu'un qui, au départ, avait choisi quand même une certaine carrière et qui va vraiment s'en détacher. On avait envie de comparer ces deux cartes parce que on se serait dit que entre 1824 et 1833, il y aurait peut-être eu un petit peu une avancée, et en fait, non. Jean Reynaud, en 1833, presque 10 ans après, on dirait qu'il n'a pas vu la carte de Guémard. Pour les deux cartes suivantes, c'est la même région, c'est le même auteur, pardon, mais ce sont des échelles très différentes et c'est pas publié la même année. Alors la première, c'est la toute petite carte, la carte géologique des Bouches-du-Rhône. Elle est publiée dans un ouvrage, qui est d'ailleurs un petit ouvrage qui doit faire 20 cm sur 15 cm. Donc c'est aussi une carte géologique qui est publiée dans un ouvrage, donc qui n'est pas forcément facile à retrouver. Elle est très très jolie. Avec les couleurs ont été très très bien conservées. Elle est de 1839. Il y a déjà des choses intéressantes au niveau géologique. Son auteur, Philippe Materon, a fait, lui, des études aux Beaux-Arts. Il a pris des cours libres de mathématiques, de physique et de chimie. Et il est aussi, comme Henri Hogarth pour les Vosges, fils d'un géomètre arpenteur. Et il va devenir lui aussi agent voyer, comme Hogarth l'était dans les Vosges, sauf que Materon, Philippe, va devenir agent voyer dans les Bouches-du-Rhône. Donc pareil, il va avoir l'occasion de parcourir la région. Ça va faire partie de sa fiche de poste. Et il va d'abord écrire, je crois que c'est une esquisse géognostique des Bouches-du-Rhône, dans laquelle il va insérer sa petite carte. Et en 1843, à une échelle très différente, il va travailler bien plus sérieusement sur la géologie de sa région. Il va être plus tard surnommé le père de la géologie provençale. Il y a des choses très intéressantes sur cette carte, y compris dans sa légende, parce qu'il est quand même dans sa légende, en bas à gauche, sur une description parfois lithologique en 1843, ce qui est à peu près normal, mais il mentionne quand même des fossiles. Juste à droite, le petit rectangle, il y a encore des descriptions de terrain, et un petit peu à droite, on voit qu'il y a coquilles, dépôts lacustres, fossiles marins, fossiles lacustres. Il y a déjà certains étages aussi qu'il reconnaît, comme le néocomien, comme l'oxfordien. Donc on commence à voir effectivement une nomenclature. Il n'y a jamais vraiment d'unité, même d'une carte à l'autre, pour ce qui est des couleurs, pour ce qui est des noms. Ça peut évoluer selon les éditions. Mais là, il commence à y avoir dans cette carte-là des choses assez intéressantes. Philippe Materon va être un membre, pareil, historique de la Société géologique de France, qui va participer qui va animer un grand nombre de réunions extraordinaires dans la région du Sud, à Aix, à Fréjus, à Nice, justement avec cette volonté-là de délocaliser un peu ce que faisait la SGF avec ses réunions extraordinaires et d'avoir en guide, en référence, un grand géologue de la région qui leur présentait la géologie et qui leur faisait faire des excursions, ce qu'ils appelaient des courses sur le terrain. Materon va participer plusieurs fois justement à faire découvrir la géologie des Bouches-du-Rhône et en fait de toute la Provence aux membres de la Société géologique. Il va participer à énormément de projets. Il va travailler à l'approfondissement de la rade de Toulon. Et puis, il va continuer toute sa carrière à publier sur la géologie et la paléontologie des Bouches-du-Rhône. Alors, pour les 3 dernières cartes, on va se déplacer un petit peu. On va aller dans la salle parce qu'on les a affichées spécialement.
Alors là, ici, nous avons une carte géologique du département de l'Ardèche, dont le titre complet précise, qui indique les mines, les carrières, les cours d'eau, les montagnes, toutes les voies de communication. Son auteur est Jean-Baptiste Dalmas, qui tient à préciser sur sa propre carte qu'il est membre de plusieurs académies, auteur de la cosmogonie et la géologie basée sur les faits physiques, astronomiques et géologiques constatés au XIXe siècle, etc. Alors Jean-Baptiste Dalmas, c'est le cas d'un amateur qui va être avoué, qui va être notaire, et qui va finir justement qui va passer sa vie à être passionné par la géologie de sa région, de son département, l'Ardèche, et qui va écrire dessus donc une notice géologique pour accompagner cette carte. Cette carte est publiée en 1859. Il va énormément s'impliquer à créer un musée à Privas. C'est une carte qui est assez jolie, qui est assez connue aussi et qui représente bien justement ces passionnés locaux qui, au fil des années, arrivent à trouver des financements ou qui payent à leurs propres frais pour publier des cartes géologiques départementales. La notice, sa description géologique qui accompagne cette carte est assez amusante. J'en conseille grandement la lecture. Il mentionne qu'il a eu une correspondance avec le vicomte d'Archiac et qu'il a reçu les félicitations du vicomte d'Archiac, que donc ça prouve quand même la qualité de son travail. Il y a un fait intéressant aussi, c'est qu'il note quand même quelque chose qui est encore très important à l'époque et un thème sur lequel on revient toujours, qui sont les ressources minérales. Là, il va aller jusqu'à citer les carrières, les types de carrières, celles des roches calcaires, avec les noms de villes pour les mines et carrières, qu'il note même sur sa carte, avec le type de ressources minérales, avec les pierres de taille, avec est-ce qu'on trouve de l'antimoine, est-ce qu'on trouve du plomb. Donc c'est vrai que ça fait toujours partie des arguments sur une carte géologique. C'est aussi l'aspect économique, c'est aussi montrer la richesse justement du département au niveau minéral pour une potentielle aussi industrie minérale. On va terminer cette exposition avec deux cartes extrêmement différentes. Alors tout d'abord, ici, ça n'est pas une carte géologique départementale, mais on avait envie de la montrer parce que c'est une carte manuscrite qui fait partie de notre fonds. C'est un document de travail, un document de terrain qui représente les environs de Brioude, donc carte géologique des environs de Brioude. Il n'y a pas de fond topographique, il a tout dessiné lui-même, il a tout colorié lui-même, ça date de 1832 et l'auteur s'appelle André Pissis. Donc il a rejoint la Société géologique de France assez tôt, en 1832, je crois qu'il est déjà membre. Il va publier des notes dans le bulletin sur justement la géologie de Brioude, la paléontologie, la Haute-Loire, tout ce qui, vraiment des petites notes sur les sujets auxquels il s'intéresse à l'époque, dont divers débats avec d'autres membres de la SGF. Sa carrière va changer du tout au tout parce qu'il va partir au Brésil, je crois que c'est dans les années 1840, et il va finir directeur du service géologique du Chili. Et en fait, la plupart des sources qu'on a sur ce Aimé Piscis sont en espagnol, parce il y a même un mont, je crois, qui porte son nom au Chili. Et dans un style complètement différent pour finir, on ne pouvait pas passer à côté de la présentation de l'œuvre de l'Atlas géologique d'Henri Lecoq, qui est de 1861, qui est véritablement une œuvre d'art. C'est un atlas géologique qui, en 24 feuilles, je crois, plus des feuilles de légende, plus une feuille de titre absolument magnifique. Là, on a choisi une feuille, mais toutes les feuilles sont absolument sublimes. Les couleurs sont extraordinaires.
quand on fait, quand on reconstitue la carte, on a vraiment quelque chose, on a vraiment une œuvre d'art. La petite anecdote intéressante, c'est que Henri Lecoq a eu une vie assez riche. Il a commencé sa carrière comme pharmacien, étudiant à l'école de pharmacie à Paris. Et il se trouve qu'un jour, il a... Alors, petite interruption encore, désolée. Donc, pour finir cette carte de Lecoq, Lecoq, Henri de son prénom, est étudiant à l'école de pharmacie à Paris. Il va recevoir une lettre qui est adressée à Lecoq, comme lui, sauf que ce n'est pas le même prénom, je crois que c'est Louis-Étienne. Cette lettre vient de Clermont-Ferrand et propose au dénommé Lecoq, avec Lecoq en un seul mot, Louis-Étienne de son prénom, de devenir professeur d'histoire naturelle municipale à Clermont-Ferrand parce que le professeur part en retraite et il se trouve que cet autre Lecoq a fait lui aussi des études de géologie, je crois qu'il est ingénieur. Et en fait, les deux Lecoq se connaissent et Henri Lecoq va aller délivrer cette lettre qui est adressée à son homonyme à Louis-Étienne Lecoq. Et c'est finalement Henri Lecoq, ce pharmacien, qui va prendre le poste de professeur d'histoire naturelle municipale à Clermont-Ferrand et qui, quelques années plus tard, va être nommé professeur d'histoire naturelle à la faculté des sciences de Clermont-Ferrand qui va se créer à l'époque, je crois que c'est en 1854. Donc en fait, tout ça part au départ d'un malentendu et il va devenir la figure de la géologie auvergnate. Et il va réaliser à ses propres frais la production de cet atlas géologique. Il est pharmacien, donc il a quand même pas mal de revenus, surtout à l'époque. Il y a même certaines sources qui disent que c'est un industriel, donc il a quand même un niveau de vie qui lui permet de financer ses excursions, ses levées géologiques, ses courses géologiques. Et il va finalement, le Conseil général du Puy-de-Dôme va lui payer la publication et ça va donner cet ouvrage qui est une œuvre d'art. La couverture est sublime, les 24 feuilles sont très très belles et on pouvait pas rêver mieux en fait pour terminer cette exposition. Ce sont des cartes qu'on est très fiers d'avoir à la Société géologique. Voilà. Et ben voilà, je vous remercie. Je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des cartes qui étaient présentées là pour cette exposition. Juste peut-être parce qu'on a été un petit peu long, pour remercier Solène de nous avoir présenté donc cette exposition, présenter ses coups de cœur et ceux de Christine Appia quand elles ont trié ces cartes, manipulé ces cartes et exploré qui étaient les auteurs. C'est une séance un peu particulière, bon, avec, désolé pour ceux qui nous écoutent, les problèmes techniques que l'on a eus. Cette séance un peu particulière, c'est aussi donc une invitation à venir voir, à passer du temps à regarder ces cartes ou à les regarder en ligne, à retrouver des informations en ligne puisque beaucoup d'informations ont été mises sur le site. Cette exposition, elle se fait aussi dans le cadre de l'inventaire de la bibliothèque et des richesses de la bibliothèque. Donc, je crois que on peut aussi envisager une poursuite parce que on l'a vu à travers la passion qu'a Solène Le Gardien quand elle est présente. Il y a aussi la très grande richesse de ces auteurs de cartes avant la carte, puisque toutes ces cartes que l'on a montrées ici, ces cartes qui étaient donc des cartes individuelles, des cartes au pluriel, vont en fait disparaître ou sortir des mémoires avec les cartes au 1,80 000, c'est-à-dire avec l'établissement de ce service de la carte géologique en 1868 par décret impérial, ce service de la carte qui, un siècle plus tard, deviendra le BRGM, toujours en charge donc d'élever des cartes. On avait avant des cartes et c'est vrai qu'à partir de 1868, même si on a déjà fait des essais lors des expositions universelles en 1855, en 1856,
1867, on a tenté déjà de transférer sur une échelle aux 80 000 celle de la carte d'état-major. On a tenté de transférer ces cartes départementales. Comme vous l'avez vu, elles sont trop différentes par le choix des regroupements de terrain, trop différentes par le vocabulaire qui est utilisé, par les classifications de ces roches. Elles nous marquent aussi toute cette histoire d'établissement, des distinctions entre ces roches plutoniques, ces roches volcaniques, ces roches métamorphiques, ces roches sédimentaires. Donc c'est toute une histoire qui est à travers, mais qui fait que des années 1820 à 1868, on a bien vu que sans unité, ni d'échelle, ni de choix de terrain, sans données structurales pour la plupart de ces cartes, on n'a aucune information de ce genre, on a une trop grande diversité, il était nécessaire d'établir un cahier des charges, c'est ce qui se fera à partir du service de la carte, à partir de 1868, où là on a un cahier des charges qui va être extrêmement détaillé, d'ailleurs tellement détaillé qu'il ne sera jamais parfaitement suivi. On est entré dans une autre période, une autre époque, l'époque de ce plan cartographique ou de la carte géologique de France, là au singulier, découpé non plus sur une échelle des territoires, mais découpé sur cette échelle aux 80 000 de la carte d'état-major. Donc une unité va se développer, c'est une autre histoire, et l'inventaire en cours, qui vient compléter d'autres inventaires, d'autres grandes bibliothèques, doit nous permettre également, je pense, à terme, d'avoir une image beaucoup plus précise de cette cartographie géologique du 19e avant la carte. Et ceux qui nous écoutent ou ceux qui viennent à la bibliothèque ou qui suivraient cette présentation par la suite, si vous souhaitez nous informer, passer une information sur l'existence de cartes géologiques que vous avez trouvées aux archives départementales, municipales, comme ça arrive très souvent, ce serait fort intéressant si la SGF se lançait dans cette idée, la bibliothèque de la SGF se lançait dans cette idée d'établir un état plus précis à partir des grandes bibliothèques et puis de vos apports, de la diversité de ces cartes géologiques. Puis il y a l'autre aspect également. On a vu, Solène, le gardien, a présenté des tas d'éléments biographiques trouvés ici et là. Il y a des tas de biographies qui ont été faits pour certains de ces auteurs. Certains de ces auteurs sont très connus, des mémoires de master, des travaux de thèse y ont été consacrés, mais très souvent aussi des biographies dans les sociétés savantes auxquelles ils appartenaient ont été établies, ont été reprises par des auteurs localement. Et il serait peut-être intéressant qu'on se lance aussi dans ce qu'on appelle une étude prosopographique, hein, l'ensemble des biographies de ces personnages qui ont concouru à la construction, à la production de ces cartes et directement ou indirectement qui ont construit ce nouveau langage visuel qui est la carte géologique au 19e. Voilà. Voilà, je tenais à remercier puis à inviter tout un chacun à venir voir ces cartes dès qu'on pourra les voir et puis à fouiller dans les fonds de la bibliothèque et des autres bibliothèques pour aller à la rencontre de ces cartes. Et puis, je vous invite aussi, parce que cette exposition-là a été pour nous l'occasion de se réinventer un petit peu en cette période un peu particulière. Et on s'est dit, pourquoi pas proposer ces cartes qui ont été reproduites sur un Forex. En fait, le Forex, c'est un plastique très léger de 3 mm, mais qui permet en fait une impression vraiment très, très fine des cartes. Et donc, toute l'exposition a été faite sur ce support-là. Et en fait, c'est ce qu'on vous propose actuellement sur notre boutique en ligne. Toutes les cartes de l'exposition sont disponibles à l'achat, voilà, dans les formats qui ont été présentés cet après-midi. Donc, il vous suffit de sélectionner, d'aller sur notre boutique, donc c'est geosoc.fr, et puis on va dans l'onglet e-boutique et on va retrouver toute cette carte-là présentée. Ça vous sera livré sous 10 à 15 jours maximum par livreur en livraison Chronopost ou DPD en fait. Voilà. Donc, ça a été un moyen pour nous aussi de valoriser cette exposition-là au travers de ces cartes, ces reproductions qui sont parfois uniques, comme le disait Solène, et puis avec des autographes, des dédicaces spéciales de la SGF. Donc, ce sont vraiment des exemplaires uniques, hein, des unicats sur certaines cartes donc, qui nous appartiennent et qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour là, en cette période de fin d'année, un peu particulière, mais bon, qui reste malgré tout festive. Donc, c'est un moyen aussi de soutenir les actions de la SGF par vos achats. Voilà.
Voilà, merci Pierre en tous les cas, c'était super. Voilà, il y a eu des commentaires assez agréables qui ont été postés sur les présentations. Je vous en ferai un rapport sur. Voilà. Allez, merci à tous et à très bientôt. Merci à tous, au revoir.